On s'appelle Brasserie Hectare. On est un brewpub, donc c'est un lieu qui fabrique et sert sa bière sur place. Et on est dans la zone Airbus à Saint-Martin-du-Touche. La brasserie a été créée en 2021 on est 3 associés. Nous trois, nous avons fait l'école d'ingénieur agronome de Purpan, donc agriculture et agroalimentaire globalement, qui est juste à côté de notre lieu actuel. En 2021, quand je suis sorti d'études, je suis sorti en 2020, on a commencé à réfléchir au projet de brasserie. Au début, on a eu Covid et tout ça, donc ça a été un peu galère. On s'est mis en brasserie garage. Donc c'était en gros on louait une maison à Villemur-sur-Tarn, une grosse maison, et en dessous tout le garage était agréé par les douanes, donc on faisait une production légale mais toute petite production. Le temps que le Covid se tasse, que les prêts bancaires se réouvrent pour faire de la restauration et tout ça, qu'on trouve surtout aussi notre local, ce qui nous a pris pas mal de temps. Dès le début, c'était de faire du brewpub. Mais en gros, nous, on a ouvert ici qu'en avril 2023. Donc en gros, de 2021 à avril 2023, on était en brasserie garage, donc on vendait uniquement nos bières sur les cavistes et les restaurants toulousains, mais on n'avait pas de bar. Et là, depuis qu'on a ouvert, c'est un peu l'inverse. On ne vend plus du tout à l'extérieur et on vend que sur place. Donc les 3 associés, il y a mon frère Maxime Lévesque, il y a Étienne Bro, c'était un camarade de promotion de Purpan à mon frère, et moi-même Thomas Lévesque. Donc voilà. Et ici vous êtes un bar du coup, est-ce que c'est que votre bière, donc c'est où il y a aussi des... J'ai aussi des bières locales. En gros, en général on a 6 bières à nous différentes et 4 becs libres. Sur ces 4 becs libres, je mets 2 bières locales qui tournent en fait tout le temps, et un cidre et une limonade en pression. Et en gros, parfois on reçoit aussi des TTO, ça veut dire tap takeover. Et en gros, c'est notre brasserie qui vient, qui débranche toutes nos bières et qui met les siennes à sa place. Ça, on le fait plusieurs fois par an. Le prochain, là, ça va être avec Fauve, une brasserie craft justement qui est assez pionnière du mouvement et étendard de la France un peu en Europe. Fauve Craft Beer. Ils ont un petit brewpub à Paris et une belle méga prob à Montpellier, à Vendargue. Voilà. Et du coup, en tant que brasseur craft, vous avez des liens avec les autres brasseries locales du coin, ou vous À faites fond, des ouais. événements ensemble souvent À fond, déjà nous on leur achète pas mal de bières sur les becs où on n'a pas les nôtres. Et après oui, t'as plein de festivals de bières qui se font. Tu te retrouves toujours dans des soirées, ces fameux TTO. Par exemple, s'il y a un mec qui fait une soirée dans un bar de Toulouse, t'as pas mal de brasseurs qui vont pour goûter ce qu'il fait, pour discuter, tout ça. On est vachement dans la bière artisanale, dans le secteur, on s'entend quand même vraiment bien. La bière, c'est principalement de l'eau, des céréales, du houblon et de la levure. Mais dans les plus grosses proportions, c'est dans cet ordre-là. Donc eau, ensuite céréales. En Europe, on utilise principalement de l'orge brassicole. On va utiliser aussi du blé, de l'avoine, du seigle. Donc en fait, ça, c'est pas des céréales qu'on utilise qui sortent directement du champ. Elles passent par la malterie d'abord. Je sais pas si vous voyez le concept. En gros, le malteur, lui, donc il achète aux agriculteurs. Ensuite, il vient faire germer les céréales, en fait. Et pour les germer, il les trempe. Ensuite, il les sèche. Et selon la température de séchage, ça va donner des maltes plus ou moins colorées, plus ou moins torréfiées, caramélisées. Voilà, donc réaction de Maillard ou réaction de caramélisation. Et en fait, moi, après, en tant que brasseur, je choisis dans la palette de goûts qui sont associés aussi forcément à des couleurs. Pour ensuite faire mes dosages de recettes et en fait nous on travaille qu'avec des produits locaux, c'est un peu la particularité de notre brasserie. Donc là on travaille avec la malterie Occitane. Là j'ai un blé belge là-bas derrière, mais en fait c'est juste parce qu'il y a eu plus de stock à ce moment-là. Ouais, oui. Mais sinon c'est que du Tarn, voilà. Et en étant à Toulouse, c'est pas trop compliqué d'avoir des grains locaux? Alors les grains ça va, c'est principalement du bio par contre. Donc ça, si toi t'es pas en bio sur ta bière derrière, c'est pas forcément, c'est juste tu payes plus cher quoi pour avoir du local. Mais bon, c'est déjà cool qu'il y en ait, et il y a quand même pas mal il y a 2 malteries autour de Toulouse. Il y a la malterie du Vieux Silo dans le nord et la malterie Occitane. Donc on a vraiment ce chance-là nous d'avoir des malteries quand même assez proches. Et nous on travaille avec la malterie Occitane qui est assez grosse et qui fait du bon travail. Franchement, c'est cool. Bon, le malterie du Vieux Silo aussi, hein, mais
Et voilà. Et par contre, ce qui est plus chiant à Toulouse et même en France généralement, c'est le houblon. On a des variétés qui sont vraiment, on va dire moins diverses, moins dans l'air du temps pour les IPA et tout ça que ce qui se fait en Angleterre. Enfin, pardon, pas en Angleterre justement, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande. C'est les deux pôles un peu où il y a les meilleurs houblons. Et parce qu'on n'entend pas trop parler des bières des États-Unis. On entend plus parler des bières européennes qui ont plus de goût, tout ça. Est-ce que du coup ils importent le houblon des États-Unis qui eux n'en produisent pas, ou c'est vraiment... Non, en fait, les États-Unis, toi, les bières que tu connais des États-Unis, c'est des bières, on va dire Indus de là-bas, mais en fait, c'est eux qui ont un peu quand même révolutionné le monde de la bière craft. En gros, les États-Unis, c'est très clivant, c'est un peu comme en Angleterre. Soit ils vont boire de la Bud Light, soit ils vont boire des trucs de ouf, hyper geek. Et en gros, toutes les meilleures brasseries, enfin en tout cas celles qui sont assez pionnières, innovantes, qui vont pousser toujours plus des nouveaux styles d'IPA, de sour, de machin, c'est souvent des brasseries américaines. Et par contre, pour les bières néo-zélandaises, ils ont certes des microbrasseries là-bas, mais ils exportent beaucoup. Les États-Unis, en fait, ils exportent aussi du houblon, mais en fait, ils ont la propriété intellectuelle de leur variété, et du coup, nous, on peut pas les faire pousser chez nous. Ah oui. Par exemple, donc ce qui se passe, par exemple, le Citra, le Mosaïque, tout ça, c'est des variétés hyper connues. Nectaron en ce moment, c'est vachement à la mode, par exemple. C'est des variétés hyper connues qui viennent des États-Unis, et en fait derrière, quand ils développent une nouvelle variété et qu'ils ont plus besoin d'une ancienne qu'ils utilisaient avant, ils vont la vendre en France. Par exemple, la Cascade, c'était il y a peut-être 15 ans qu'ils utilisaient ça aux États-Unis. Quand ils ont sorti une nouvelle variété qui était mieux, ils ont vendu ça. Et en gros, nous, maintenant, à chaque fois qu'on en fait pousser, on paye des royalties aux États-Unis pour en faire pousser chez nous. Mais on a quand même de la recherche variétale. Nous, le houblon en France, c'est surtout en Alsace. Donc, ça commence un peu dans le Lot-et-Garonne. Nous, on prend pas mal à Open, H-O-P-E-N. C'est ça. Là, t'as un frigo houblon et levure. Et tu vois, ouais, pardon. Et là, en fait, si tu veux, tu vois, t'as marqué juste local, collectif, écologique. Et tu vois les producteurs français. Ben là, par exemple, celui-là, le Cascade dont je vous parlais, qui à la base pour les États-Unis, qui nous ont revendu comme variété, Lot-et-Garonne. Ok. Voilà. Super. Et est-ce que c'est pas trop embêtant que les nouveaux, on va dire, du coup, ils sont propriété intellectuelle des États-Unis? C'est eux qui les développent, donc c'est normal. En gros, c'est eux qui payent toute la recherche variétale. Ça met 5 à 10 ans à développer une nouvelle variété. C'est hyper cher et tout. Et donc, du coup, c'est normal si eux qui les développent, ils les gardent jusqu'à que... Et puis, en plus, après, t'as un effet terroir comme les cépages du vin. Genre, tu prends un chardonnay de Bourgogne ou un chardonnay qui pousse, genre, à côté de Narbonne. Ça n'a pas du tout la même aromatique, quoi. Du coup, là, nous, pareil, dans le Cascade, il n'a pas du tout la même aromatique. Mais, en gros, dans le sud-ouest, ça reste quand même assez, enfin, ce que les houblonniers m'ont dit, moi, c'est pas mon métier, mais on dit que ça reste assez similaire aux plaines des États-Unis où ils font ça, par rapport en Alsace où c'est vraiment très différent. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la bière craft, du mouvement qu'on appelle craft beer aussi, et qui est né aux États-Unis? Est-ce que ça vous touche, vous? Oui, carrément. C'est ça qui vous a poussé à faire de la bière aussi, peut-être? Oui, carrément. En fait, déjà toute l'arrivée des nouveaux styles, je trouvais ça bien ce qui était proposé. Et en plus, nous, notre modèle, c'est du brewpub, donc ça se fait vachement là-bas. Donc que ce soit aux États-Unis, au Canada, ou même en Angleterre à la base, hein, mais c'était plus des pubs. Là, ils ont vraiment fait des brewpubs aux États-Unis qui sont un peu plus modernes, un peu plus qui ressemblent à chez nous. Ouais. Enfin, on ressemble plutôt à chez eux, quoi, mais voilà. Du coup, nous, ce mouvement craft, on le trouve cool parce que c'est quand même de la liberté, quoi, surtout en tant que producteur de bière. Disons que t'as pas vraiment de règles, tu peux t'amuser vraiment. Aujourd'hui, c'est de plus en plus serré. En gros, voilà comment on se porte un peu le marché. C'est que nous, en 2021, quand on s'est monté, t'avais une brasserie par jour qui se créait en France, en professionnel. Hein. Et aujourd'hui, il y a plus de brasseries qui ferment que de brasseries qui se créent. Donc en fait, le marché, il s'est hyper densifié, ce qui est cool parce que du coup, ça fait un paysage brassicole hyper varié. Mais le problème, c'est surtout d'arriver à vendre de la bière. En gros, il y a de plus en plus de bonnes bières, il y a de plus en plus de gens qui savent faire de la très bonne bière. Mais en gros, le plus dur, c'est de la vendre parce que
Le marché, en gros, t'as les indus qui commencent un peu à copier le craft en faisant des IPA et tout. Bon, c'est pas au niveau de l'artisanal, mais ça reste quand même une alternative pour quelqu'un de lambda, quoi. Et derrière, dans les bars, t'as peu de bars t'as peu de bars à bière par rapport au nombre de bars total. Et le problème, c'est que en gros, ben là, ils se bataillent ça. Ces becs-là de tirage, ils se les bataillent, les artisanaux. Et en fait, sur les autres bars, ils sont liés par des contrats brasseurs avec des grosses marques. Par exemple, tu montes ton bar, t'as Crow ou Henken qui vient te voir et qui te dit, ben ok, mais moi je vais te donner un coup de pouce pour ton départ. Je te paye la tireuse, je t'en fais l'entretien du matos, je te paye des tables, je te paye des parasols. Toi, t'arrives, tu montes ton bar, tu vois qu'il y a une liste comme as de choses à acheter. Tu commences à flipper, tu te dis bah ok, pourquoi pas. Et en fait derrière t'es engagé sur des volumes à l'année, sur des prix, tout ça. Et surtout, ben du coup, si t'as un petit brasseur du coin qui vient te voir et qui te dit je pourrais mettre ma bière et tout, ça serait sympa de bosser ensemble. Ben toi t'es là, désolé, j'aimerais bien, mais je peux pas parce que je suis lié par ce contrat-là. Et donc voilà, il y a certains brasseurs qui pensent qu'il faudrait complètement enlever ça. Il y a d'autres qui disent on prend le contre-pied. Nous aussi, on va commencer à en faire. Par exemple, moi, si je vois un bar qui se monte, je dis c'est pas mon avis, moi je l'ai jamais fait, mais l'exemple est que, par exemple, si tu vois un bar qui se monte et tu dis, tu veux travailler de la bière locale, moi, si tu veux, je te paye la tireuse. Et comme ça, tu prends que ma bière. Mais en soi, si tu veux mettre autre chose sur un bec, c'est pas grave, je vais pas me fâcher, tu vois. C'est moins restrictif. C'est moins restrictif, c'est moins engageant sur volume. En général, c'est des paluches et puis ça va, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, j'avais une autre question. Je sais pas si ça vous parlera au niveau des emplois, de l'emploi en France. Mais on avait trouvé un chiffre assez intéressant au syndicat des brasseurs indépendants. C'était que il y avait 80% des emplois du secteur brassicole qui étaient aux brasseries indépendantes pour seulement environ 9% des parts de marché. Est-ce que vous sauriez nous dire comment ça s'expliquerait pour vous, en tout cas, je viens de poser. Parce qu'en fait, plus tu produis du gros volume, plus tu as des machines qui sont énormes et automatisées, et du coup tu as besoin de moins de personnes pour produire un plus gros volume. Donc ça c'est la principale raison. Après c'est que en gros dans une petite brasserie artisanale tu vas produire un faible volume et tu vas être plus d'employés, ça fait plein de micro-productions partout sur le territoire au lieu d'avoir des grosses zones de production. Et après les parts de marché, c'est que les indus ils ont toujours eu et en fait nous de plus en plus quand même ça va vers le mieux. Donc de plus en plus nous on grignote un peu ces parts de marché là. Après faut pas leur jeter la pierre non plus aux industriels quoi. Il en faut pour tout le monde. Faut qu'il y ait faut qu'il y ait production, donc ils ont logiquement ils rapportent plus avec ça. Ouais, et puis ils ont besoin de moins d'employés, mais bon en soi aussi tout leur système ça permet d'avoir de la bière accessible aussi au grand public en termes de tarifs, en termes de distribution. Les deux modèles sont complémentaires. Merci beaucoup. Avec plaisir.